Imaginez un pays où tout est possible, où toute personne, peu importe ses origines, peut devenir ce qu'elle veut, où l'effort, le courage et la détermination sont la monnaie la plus précieuse, et le succès, une conséquence inévitable. Ce pays, c'est l'Amérique, et cette idée est connue sous le nom de rêve américain. Mais si je vous disais que ce rêve a été détruit, non pas par une crise économique, ni par une guerre ou une catastrophe, mais par un livre qui, silencieusement, a changé le cours de l'histoire de millions de personnes, modifiant à jamais la croyance en l'avenir que le pays s'était construit. Ce livre, presque un secret, n'est pas seulement une œuvre littéraire, ni une simple théorie économique. C'est un manifeste caché, une sorte de scénario déguisé qui, lentement et presque invisiblement, a rongé les fondations de ce que beaucoup considéraient immuable. L'idée que le travail acharné mènerait à la prospérité a cessé d'être un fait incontestable pour devenir un récit discutable. Et le plus effrayant, peu nombreux sont ceux qui ont réalisé que cela se produisait. La transformation a commencé de l'intérieur, avec des mots et des concepts qui ont pénétré les cercles du pouvoir, influencé des décisions et changé des lois. Mais pourquoi un livre? Pourquoi une idée, et non une révolution explicite, pourrait-elle faire tomber un rêve aussi grand? Parce que les mots ont un pouvoir immense, bien au-delà de ce que la plupart imaginent. Ils façonnent la façon dont nous voyons le monde, comment nous interprétons nos expériences et surtout, comment nous définissons ce qui est possible ou impossible. Et lorsqu'une idée parvient à convaincre une société entière que le rêve qu'elle poursuit n'est pas réel, l'impact est dévastateur. Revenons un peu en arrière. Pendant des décennies, le rêve américain a fonctionné comme un phare, une promesse que l'avenir pourrait être meilleur que le présent, que le fils de l'ouvrier pourrait avoir une vie meilleure que celle du père. C'était le moteur de l'espoir, ce qui faisait avancer les villes, les États et tout le pays. Mais même ce rêve, apparemment solide, a commencé à montrer des fissures. Les inégalités économiques ont augmenté. L'accès à une éducation et à une santé de qualité est devenu plus difficile, et la mobilité sociale est devenue un concept lointain pour beaucoup. Voici la première question inquiétante. Le rêve américain a-t-il toujours été une illusion? Ou a-t-il réellement été détruit par ce livre? Que disait-il qui rendait le succès une mirage pour la majorité, alors que peu atteignaient un pouvoir presque inaccessible? La réponse n'est pas simple, car il ne s'agit pas seulement d'économie, mais d'un changement culturel et psychologique profond. Le livre en question ne se contentait pas de critiquer l'idée traditionnelle du rêve, il proposait une vision nouvelle, et pour beaucoup, effrayante. Cette vision présentait le succès non pas comme une question de mérite, mais comme le résultat de systèmes et de structures immuables. Autrement dit, peu importe combien quelqu'un travaille, le jeu serait déjà truqué. Cela ressemblait à une sentence d'impuissance pour des milliers d'Américains qui avaient toujours cru le contraire. Mais qui a écrit ce livre? Et comment ces idées ont-elles pu être absorbées aussi profondément? Pour répondre, il faut comprendre que l'auteur n'était pas un rebelle isolé, ni un visionnaire en marge de la société. Au contraire, il était inséré dans les centres du pouvoir, influençant les politiques publiques, les décisions des entreprises, et même la manière dont les institutions éducatives enseignaient aux nouvelles générations. Un véritable architecte du futur, mais un futur différent de celui que la majorité imaginait. Et si vous pensez que cette transformation a été rapide, vous vous trompez. Ce fut un processus lent, presque imperceptible, qui a profité des crises économiques, des changements technologiques et des insécurités sociales pour se renforcer. Comme une ombre qui grandit à mesure que la lumière diminue, les idées de ce livre ont grandi, contaminant les discours et justifiant des pratiques qui, peu à peu, désintégraient le concept du rêve américain. L'impact de ce changement n'a pas été uniquement financier. Il a touché l'identité d'un peuple, la manière dont les Américains se voyaient eux-mêmes et leur pays. Ils ont commencé à douter de leurs propres valeurs, à remettre en question si l'effort en valait vraiment la peine. Et quand cela arrive, le résultat est dévastateur. L'espoir,
qui est le carburant de toute transformation, commence à mourir. Vous vous dites peut-être, mais que pouvons-nous faire? Si le rêve est mort, sommes-nous condamnés à accepter cette nouvelle réalité? C'est la question qui résonne depuis la sortie de ce livre. Et, au fil des années, la réponse a été à la fois un silence et une recherche désespérée d'alternatives. Avant d'en arriver là, cependant, il est essentiel de comprendre ce qui se trouvait dans ces pages si dangereuses. Le livre a détruit plus qu'une idée. Il a déconstruit un idéal. Il a montré que la mobilité sociale est un mythe pour beaucoup, que la méritocratie est une fable pour d'autres, et que l'inégalité n'est pas une anomalie, mais une partie d'un système conçu pour fonctionner ainsi. Mais si cela était vrai, pourquoi personne n'a-t-il réagi plus tôt? Pourquoi des millions ont-ils continué à croire que le rêve américain était encore réel? La réponse réside dans le pouvoir du récit dominant. Tandis que le livre se répandait silencieusement, d'autres voix, des dirigeants, des médias et de la culture populaire, continuaient à vendre le rêve. C'était une bataille entre le réalisme cruel du livre et l'espoir idéaliste de la population. Et voilà qu'apparaît un micro-conflit essentiel. Comment croire en quelque chose quand tout autour de soi dit le contraire? Quand le système dit que l'effort ne compte pas, mais que la propagande insiste sur le fait que c'est la clé du succès, cette tension crée un doute paralysant qui affecte la vie de millions. Quand on pense aux livres qui ont changé le monde, des titres comme La ferme des animaux, 1984 ou Le Capital viennent immédiatement à l'esprit. Mais peu imaginent que, dans un coin obscur de l'histoire récente des États-Unis, un livre beaucoup moins célèbre a influencé profondément et silencieusement le destin de millions de vies, presque imperceptiblement pour le citoyen lambda. Ce livre, que nous appellerons ici le Manifeste, n'était pas seulement un texte académique, mais un piège sophistiqué tendu à l'esprit du rêve américain. Alors que le monde poursuivait sa routine, des gens ordinaires se levaient chaque jour pour travailler, élever leurs enfants, payer leurs factures et tenter de s'élever socialement. Le manifeste se répandait, comblant les lacunes du discours officiel par un récit si convaincant que personne ne soupçonnait son poison. Le livre disait, en substance, que la mobilité sociale, la possibilité de changer de classe, était pratiquement impossible dans cette nouvelle ère qui naissait. Que le système était structuré pour protéger les puissants et que l'effort individuel, aussi dévoué soit-il, était un jeu perdu d'avance. Pour beaucoup, cette vérité était difficile à accepter. John, un ouvrier de Détroit par exemple, avait consacré toute sa vie à l'industrie automobile. Il travaillait 12 heures par jour, croyant toujours pouvoir garantir un avenir meilleur à ses enfants. Mais malgré tous ses efforts, il voyait ses perspectives diminuer chaque année. Les usines fermaient, les emplois disparaissaient, et la promesse selon laquelle le travail garantirait la prospérité semblait être un mensonge cruel. Ce scénario n'était pas unique. Des millions d'Américains, comme John, vivaient un dilemme. Continuer à croire en un rêve qui s'effilochait, ou accepter une nouvelle réalité où la mobilité sociale était une fantaisie réservée à quelques-uns. Cette tension imprégnait les foyers, les conversations dans les bars, les débats sur les réseaux sociaux et surtout l'esprit de ceux qui tentaient de survivre dans un pays devenant de plus en plus inégalitaire. Mais le manifeste n'était pas qu'un sombre diagnostic. Il offrait une nouvelle vision pour justifier cette inégalité croissante. Il avançait que la concentration des richesses entre les mains de quelques-uns n'était ni un accident ni une injustice, mais le reflet naturel et inévitable des lois du marché et de la réalité économique. C'était la logique du darwinisme social appliqué sans masque, où la compétition n'était plus équitable et où la survie dépendait moins du mérite que du positionnement stratégique. Cette vision fut adoptée par beaucoup dans les cercles du pouvoir, se traduisant par des politiques publiques affaiblissant les droits des travailleurs, démantelant les filets de protection sociale et encourageant la flexibilisation des contrats de travail. Tout cela sous prétexte d'augmenter la compétitivité et de stimuler la croissance. La conséquence ?
la précarisation de la vie de millions de personnes et l'aggravation des inégalités. Maria, mère célibataire travaillant comme serveuse dans une chaîne de fast-food à Houston, ressent cela chaque jour. Avec un salaire à peine suffisant pour payer son loyer, elle n'imagine pas comment offrir une éducation de qualité à sa fille. Les histoires de réussite qu'elle voyait à la télévision lui semblaient lointaines et inaccessibles. Ce que le manifeste prêchait, c'était la fin de la promesse que l'éducation et le travail acharné suffiraient à garantir une vie digne. Il est important de comprendre que le manifeste n'expliquait pas seulement cet ordre nouveau, mais modelait la manière dont les gens acceptaient leur place dans ce système. Le récit disait « Accepte, car c'est ainsi que le monde fonctionne. Rêver, c'est perdre du temps. » Ce message, diffusé subtilement, a rongé l'espoir et la confiance dans le propre potentiel. Mais ce destin est-il inévitable? Ou sommes-nous face à une construction artificielle, résultat de choix politiques et économiques contestables? Ces questions ont commencé à émerger dans le débat public, mais la réponse semblait encore lointaine, tant le pouvoir des soutiens du manifeste était immense. Ce qui rend cette histoire encore plus complexe, c'est que le manifeste ne se lisait pas seulement dans les salles de classe ou les bureaux politiques. Il s'est traduit en discours charismatiques, émissions télévisées, articles d'opinion et surtout dans la culture populaire. Le rêve américain était vendu comme atteignable, même lorsque les preuves indiquaient le contraire. Ce paradoxe créait un profond conflit intérieur dans la société, entre la promesse et la réalité. À ce stade, l'histoire du manifeste trouve un écho dans la vie quotidienne de nombreux spectateurs. Combien de fois avez-vous entendu qu'il fallait faire plus d'efforts, étudier davantage, travailler plus dur, mais avez constaté que malgré tout, les portes restaient fermées? Combien de fois avez-vous remarqué que la méritocratie ne semblait pas fonctionner de la même manière pour tous? Ces expériences personnelles se relient directement à ce que proposait le manifeste. Un système qui n'est pas neutre, mais qui favorise certains au détriment de beaucoup d'autres. Cette réalité provoque un malaise, une inquiétude impossible à ignorer. L'idée que l'effort individuel est insuffisant pour changer sa vie confronte une des valeurs les plus chères à la culture américaine, et par extension, à bien d'autres sociétés. C'est une blessure profonde, car elle touche à l'identité et à l'estime de soi. Mais l'urgence d'affronter cette vérité grandit chaque jour, car tant que le manifeste reste en vigueur, les inégalités se creusent et les chances de changement diminuent. La polarisation sociale, la hausse de la violence, la crise de la démocratie et le mécontentement généralisé sont des symptômes de cette réalité. C'est pourquoi comprendre l'origine, le contenu et l'impact de ce livre est essentiel pour qui veut faire la différence. Ce n'est pas seulement un sujet académique ou politique. C'est une question qui touche directement la vie de chacun d'entre nous. Et c'est pourquoi vous devez rester attentif, questionner, débattre et agir. Si vous souhaitez continuer à suivre cette série et découvrir comment cette histoire se déroule, qui sont les personnes derrière ce mouvement et quelles voies existent pour reconstruire le rêve américain, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un like. Votre participation est essentielle pour que ce débat atteigne plus de personnes et génère une prise de conscience. Nous ne pouvons pas attendre que d'autres fassent le travail à notre place. Le moment d'agir est maintenant, car la transformation commence par la connaissance et la volonté de changer le cours de l'histoire. Ensemble, nous pouvons comprendre ce qui s'est passé et chercher un avenir différent. Un avenir où le rêve américain ne soit pas seulement un souvenir, mais une réalité accessible à tous. Quand on parle de l'effondrement du rêve américain, on imagine souvent des forces abstraites, le marché, l'économie globale, la technologie disruptive. Mais la vérité, c'est que derrière ces mots, il y a des personnes, des individus concrets, avec des noms, des visages et des ambitions. Des gens qui non seulement influencent, mais façonnent, par leurs décisions, le destin de millions de vies. Qui sont ces voix du pouvoir? Et qu'est-ce qui les motive à agir contre un rêve qui promettait d'être pour tous?
Il ne s'agit pas seulement d'un groupe isolé de magnates avides, comme beaucoup le pensent. Les voix qui dirigent ce nouvel ordre sont multiples, et parfois étonnamment convaincues qu'elles font ce qui est meilleur pour le pays. Politiques, entrepreneurs, universitaires, consultants et même influenceurs culturels, tous participent à un réseau complexe d'intérêts qui renforce et légitime le manifeste silencieux qui détruit la mobilité sociale. Mais comment ces voix obtiennent-elles autant de pouvoir? Comment une idée radicale, qui contredit l'idéal d'égalité, peut-elle s'infiltrer aussi profondément dans les décisions politiques et économiques? La réponse réside dans la construction d'un consensus. Pas un consensus ouvert et démocratique, mais un accord tacite et invisible, basé sur la manipulation de l'information, le contrôle du récit et la cooptation des centres d'influence. Imaginez un dîner où les règles du jeu sont discutées à l'abri des regards du public. Là, des intérêts puissants négocient des alliances, échangent des faveurs et construisent des stratégies pour garantir que le système continue de bénéficier à ceux qui sont déjà au sommet. Vous êtes-vous déjà demandé qui dicte vraiment ces règles? Qui décide, par exemple, que certains avantages sociaux seront coupés ou que des politiques économiques seront adoptées, même contre le cri du peuple? Ces décisions reflètent directement les idées contenues dans le livre qui a tout changé. Et voici la surprise. Ces voix du pouvoir ne voient pas leurs actions comme destructrices. Pour elles, elles appliquent simplement une logique pragmatique, la même logique du marché, qui exige efficacité, réduction des coûts et maximisation du profit. Mais efficacité pour qui? Pour la majorité, cette efficacité signifie précarité, insécurité et perte de droits. Maintenant, arrêtez-vous un instant et réfléchissez. Combien de fois avez-vous entendu que l'État est inefficace, que les droits des travailleurs sont un poids pour l'économie, ou que le secteur privé est le seul capable de générer la prospérité? Ces phrases, répétées à l'envi, font partie du récit construit pour légitimer un système inégalitaire. C'est une ingénierie sociale qui façonne opinion et décision, tout en maintenant le statu quo. Mais il y a quelque chose de plus profond dans cette dynamique. Ces voix du pouvoir ont créé un paradoxe dangereux. D'un côté, elles insistent que le rêve américain est vivant et que tout le monde peut l'atteindre. De l'autre, elles démantèlent les structures qui rendent cette possibilité réelle. Comment percevez-vous cette contradiction? Est-ce le fruit d'une stratégie consciente ou d'une cécité collective? Pour comprendre cela, il faut regarder les conséquences de ces décisions dans la vie réelle. Dans les quartiers où l'éducation publique est délabrée, où les emplois stables ont été remplacés par des contrats temporaires et où les inégalités explosent en violence et désespoir. Ce ne sont pas que des chiffres dans des rapports, mais des histoires de familles qui ont vu leurs rêves s'effondrer lentement. Connaissez-vous quelqu'un qui a dû abandonner ses études faute de ressources? Ou quelqu'un qui a travaillé toute sa vie sans pouvoir avoir une bonne assurance santé? Ces situations illustrent l'impact des politiques inspirées par le manifeste. Elles ont transformé la vie quotidienne en un champ de mines d'incertitude, où l'avenir devient de plus en plus difficile à imaginer. Et pourtant, beaucoup de ces voix du pouvoir continuent d'insister que la solution réside dans plus de libéralisme économique, moins d'intervention étatique et plus de compétitivité. Comment quelque chose qui, en pratique, augmente les inégalités peut-il être présenté comme la réponse? C'est là la grande contradiction qui alimente le débat actuel et divise des millions de personnes. Enfin, à vous de réfléchir. Quel est le rôle de ces voix dans l'histoire que nous vivons? Sont-elles des agents conscients d'un projet pour transformer le rêve américain en privilège de quelques-uns, ou des victimes d'un système qui les limite aussi? Et surtout, quelle est votre place dans cette équation? Vous êtes-vous déjà demandé comment quelque chose d'aussi grandiose que le rêve américain a pu s'effondrer sans que la majorité ne s'en rende compte? Comment un symbole d'espoir, de progrès et de justice sociale a été lentement miné, tel un château de cartes, jusqu'à se désintégrer sous les yeux de millions de personnes? La réponse réside dans la machine invisible des politiques publiques,
un engrenage silencieux, froid, mais puissant, qui a remodelé le destin d'une nation entière. Il ne s'agit pas d'un accident ou d'une série de mauvaises décisions isolées. C'est un processus calculé, méticuleux, où chaque loi, chaque décret, chaque budget approuvé a été une brique en moins dans la construction de ce rêve. Ce qui semblait être un simple ajustement économique ou une modernisation administrative était en réalité une offensive systématique contre les bases qui soutenaient la mobilité sociale. Cette machine invisible a commencé à fonctionner avec la modification progressive du rôle de l'État dans la vie des citoyens. Jusqu'au milieu du XXe siècle, l'idée dominante était celle d'un État protecteur, garantissant les droits des travailleurs, l'accès à l'éducation, à la santé publique et à la sécurité sociale. Cette conception fut le socle permettant à des millions de croire en une réelle possibilité d'ascension sociale, même issue d'origines modestes. Mais le manifeste et ses voies du pouvoir ont commencé à déconstruire cette vision. Ce fut un mouvement lent, mais inexorable de démantèlement des mécanismes qui rendèrent le rêve accessible. Ce qui était auparavant perçu comme un investissement social est devenu un coût excessif, inefficace, une ancre freinant la croissance économique. Puis vint la flexibilisation du marché du travail, un euphémisme qui a masqué la précarisation de la vie des travailleurs. La stabilité, un droit acquis à la sueur et à la lutte, fut remplacé par des contrats temporaires, des sous-traitances et des journées interminables sans garantie. Quel impact cela a-t-il sur la vie des travailleurs? Pensez à Anna, professeure dans une école publique, qui voit ses conditions de travail se détériorer chaque année tout en luttant pour maintenir la qualité de l'enseignement. Ou Marcos, un jeune qui vit dans l'informalité sans savoir s'il aura un emploi demain. Ce scénario est le reflet direct des politiques inspirées par le manifeste. Il n'est pas un hasard que, parallèlement à la croissance des inégalités, nous ayons vu l'affaiblissement des syndicats et la réduction de l'influence des organisations défendant les droits des travailleurs. La machine invisible du démantèlement social avançait, lente mais décisive. Qu'en est-il de l'éducation, pilier fondamental du rêve américain? Là aussi, la machine a fait son œuvre silencieuse. Coupures budgétaires, privatisation et adoption de modèles valorisant davantage le profit que la qualité ont transformé l'éducation publique en champ de bataille. Les écoles publiques, portes d'entrée vers la mobilité sociale, sont devenues de plus en plus inégalitaires et inaccessibles pour beaucoup. Et vous, avez-vous déjà réfléchi au nombre de talents perdus parce que le système éducatif a failli? Combien d'enfants et de jeunes ont vu leurs rêves interrompus faute d'opportunités? C'est la tragédie silencieuse qui accompagne le démantèlement du rêve américain. La santé publique suit le même chemin. Les programmes d'assistance sociale ont été réduits, les hôpitaux publics délaissés, et la couverture santé est devenue un luxe réservé à quelques-uns. L'idée que l'accès aux soins est un droit universel a été remplacée par la logique du marché, où ceux qui peuvent payer reçoivent des soins, et les autres restent en marge. Au cours de cette transformation, le citoyen ordinaire s'est retrouvé face à des choix impossibles. Comment survivre avec des salaires stagnants, un emploi précaire, une éducation et une santé insuffisantes? Comment construire un avenir pour ses enfants dans un environnement qui restreint leurs chances? C'est là que le conflit devient viscéral. D'un côté, la promesse du rêve. De l'autre, la réalité cruelle imposée par la machine invisible. Et que faire lorsqu'on se sent impuissant face à cet engrenage? Résister, se résigner ou tenter de réinventer son propre destin? Ces questions sont au cœur de la crise que nous traversons. Et c'est ici qu'intervient un autre élément essentiel, la participation politique. La machine invisible n'avance que parce que, en grande partie, nous acceptons le statu quo comme inévitable. L'aliénation, le désenchantement et la peur éloignent les gens de la lutte pour un vrai changement. Mais est-il possible de briser ce cycle? Il existe dans le monde des exemples où le peuple a réagi, reconstruit des droits et replacé le rêve au centre de l'agenda. Quelles leçons pouvons-nous tirer de ces expériences? Ce sont ces questions qui ouvriront la voie au prochain chapitre de cette histoire.
Pour l'instant, retenez ceci. Le démantèlement du rêve américain n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat de choix politiques, économiques et culturels qui ont profondément façonné la vie des gens. Et ces choix peuvent encore être contestés, s'il y a le courage de faire face à la machine invisible et d'agir contre elle. Dans le tourbillon des pertes, des coupes et du désespoir, une question persiste. Le rêve américain est-il vraiment mort? Ou bien s'est-il simplement endormi profondément, attendant un réveil improbable? La réponse, comme tout dans cette histoire, est complexe, pleine de nuances et de contradictions qui défient toute vision simpliste. Mais avant d'aller plus loin, arrêtez-vous un instant et regardez autour de vous. Combien de fois avez-vous vu ou entendu parler de personnes ordinaires qui, contre toute attente, ont résisté aux adversités imposées par ce nouveau système? L'histoire de Maria, mère célibataire qui, malgré 2 emplois précaires et une école publique en crise, lutte pour que sa fille ait accès à une éducation digne. Le parcours de Carlos, ouvrier ayant perdu son emploi après la fermeture de l'usine, mais qui a trouvé dans le mouvement syndical un nouvel espoir. Ou l'effort collectif de communautés qui, unis, créent des réseaux de solidarité pour combler les lacunes laissées par l'État. Ces récits ne sont pas des exceptions, mais la preuve vivante que, même face au démantèlement des structures traditionnelles, l'espoir peut fleurir sur des sols apparemment arides. Et cela soulève une question vitale. Qu'est-ce qui pousse ces personnes à résister? Où trouvent-elles la force de continuer à se battre dans un contexte aussi hostile? Un facteur décisif réside dans la prise de conscience croissante des inégalités et de leurs causes. Des études récentes montrent que, malgré le bombardement constant de récits qui naturalisent la précarité, une part significative de la population est de plus en plus critique et engagée. Selon les données du Pew Research Center, plus de 60% des Américains estiment que le système économique favorise les riches au détriment de la classe ouvrière. Cela représente un changement important par rapport aux décennies précédentes, où l'optimisme et la croyance au mérite personnel dominaient. Mais que signifie cela concrètement? Cela signifie que le mécontentement se transforme en action, que ce soit par des manifestations, la participation politique ou la création d'alternatives communautaires. Un exemple marquant est la montée des mouvements pour la justice sociale et économique qui ont pris de l'ampleur surtout après la crise financière de 1898-2008. Occupy Wall Street, bien que bref, a été un tournant en plaçant au cœur du débat public la question des inégalités et du pouvoir des entreprises. Un autre fait surprenant est la croissance de l'entrepreneuriat social et de l'économie solidaire, comme réponse directe aux échecs du système traditionnel. Dans des villes comme Détroit, qui ont subi un effondrement industriel dévastateur, des initiatives communautaires ont vu le jour. Réhabilitation d'espaces urbains abandonnés, promotion de coopératives et création d'emplois en dehors de la logique conventionnelle. Ces histoires défient le récit dominant selon lequel le seul moyen de survie est d'accepter les règles impitoyables du marché. Prenons un instant pour réfléchir. Face à la crise, il existe une réponse active, organique, qui remet en question ce qui semblait immuable. Ce n'est pas une résistance pour la résistance, mais une quête pour réinventer le rêve lui-même. Est-il possible de construire quelque chose de nouveau à partir des ruines de l'ancien? Cependant, le chemin de la résistance est semé d'embûches. La machine invisible qui a démantelé le rêve américain agit aussi pour neutraliser ces mouvements. Mesures légales restrictives, campagnes de désinformation, fragmentation sociale, tout est fait pour miner la capacité d'organisation et de mobilisation des citoyens. De plus, la polarisation politique rend le dialogue presque impossible, approfondissant la division et compliquant la construction de consensus. Avez-vous déjà ressenti, lors d'un débat politique, cette impossibilité de trouver un terrain d'entente? Ce sentiment d'être piégé dans des tranchées opposées où le dialogue est devenu attaque? Ce n'est pas un hasard, mais une stratégie pour affaiblir l'action collective et maintenir le pouvoir concentré. Pourtant, dans ce contexte, de nouveaux leaders émergent. Jeunes activistes, intellectuels,
artistes et citoyens ordinaires qui refusent d'accepter le statu quo et cherchent de nouvelles formes d'engagement. Ils utilisent les réseaux sociaux pour mobiliser, dénoncer les injustices, créer des espaces de débat et offrir des récits alternatifs qui inspirent et connectent. De plus, la récente crise mondiale, y compris la pandémie, a mis en lumière les fragilités du système, mais a aussi suscité un élan de solidarité et d'innovation. Initiatives d'entraide, groupes d'aide communautaire et projets de santé publique ont émergé de façon inédite, montrant que même dans les pires circonstances, la collectivité peut prévaloir. Et voici une autre question provocante. Le rêve américain, tel que nous le connaissons, doit-il mourir pour qu'un nouveau rêve puisse naître? La crise est-elle aussi une opportunité déguisée? Ces questions n'ont pas de réponse facile, mais elles sont le moteur de la transformation qui commence à se dessiner. Imaginez un instant où la complaisance cède la place à l'action, où le silence collectif se brise en un chœur retentissant de voix réclamant le changement. Ce moment, souvent invisible pour ceux qui regardent de loin, est le point de bascule capable de réécrire l'histoire. Nous sommes justement à ce seuil. L'éveil des masses qui défie un système qui, pendant si longtemps, semblait invincible. Mais comment cette mobilisation populaire se produit-elle réellement? Est-ce seulement le résultat du désespoir, ou y a-t-il quelque chose de plus profond qui pousse cette révolution silencieuse? Pour le comprendre, il faut regarder à l'intérieur des communautés, des quartiers, des rues, où le rêve américain agonise, mais aussi où il commence à renaître. Rappelez-vous de Jessica, une jeune activiste de Chicago, qui a vu son école fermée faute de financement et qui, au lieu d'accepter, a mobilisé voisins, professeurs et élèves pour créer un réseau d'enseignement communautaire. Ou encore de Daniel, un travailleur licencié qui, après avoir perdu son emploi, a mené des protestations contre la sous-traitance abusive dans l'industrie locale. Ces histoires sont bien plus que des exemples isolés. Elles sont le pouls d'un mouvement qui refuse le conformisme. Mais la mobilisation n'est ni simple ni linéaire. Elle rencontre des résistances à l'intérieur et à l'extérieur des communautés. Divisions internes, peur de la répression, méfiance entre groupes sociaux et même entre différentes générations de militants créent un enchevêtrement de défis. Comment dépasser ces obstacles et garder le cap sur l'objectif principal? Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi tant de mouvements commencent pleins d'énergie, mais finissent par perdre de la force ou se fragmenter? C'est une des grandes questions qui définiront l'avenir de cette résistance. Le risque de dispersion est réel, mais la capacité à réinventer des stratégies et à renouveler les dirigeants peut faire toute la différence. Dans ce contexte, la technologie et les réseaux sociaux apparaissent comme des armes à double tranchant. Ils ont le pouvoir de connecter et mobiliser des millions de personnes en quelques secondes. Mais ils sont aussi un terrain fertile pour la désinformation, la manipulation et la surveillance. Comment équilibrer ces forces pour maximiser l'impact positif de la mobilisation populaire? N'oublions pas non plus les leçons de l'histoire. Des mouvements sociaux qui ont changé les paradigmes, comme le mouvement des droits civiques aux États-Unis ou les révolutions pacifiques à travers le monde, montrent que la persévérance et la solidarité sont fondamentales pour atteindre des conquêtes durables. Et pourtant, ils alertent aussi sur les dangers de la complaisance et de la répression. Au milieu de ce scénario complexe, émergent de nouvelles formes de lutte qui dépassent les manifestations dans la rue. Initiatives d'économie collaborative, projets culturels et éducatifs, espaces autogérés qui défient les logiques capitalistes traditionnelles, montrent que l'avenir peut se construire à partir d'alternatives concrètes. Mais ces alternatives suffiront-elles à faire tomber la machine invisible qui a démantelé le rêve? Ou ne seront-elles que de petites îles de résistance dans une mer d'inégalités? Ce doute traverse la pensée de nombreux activistes et citoyens engagés. Que signifie vraiment le rêve américain? Pour beaucoup, il est le symbole de la liberté, de la prospérité et des opportunités. Pour d'autres, il représente une promesse non tenue, un mythe qui s'est effondré. Au cours de ce voyage, nous avons exploré ses multiples facettes,
révéler les facteurs qui l'ont affaibli, les défis de la résistance et les flammes d'un possible renouveau. Maintenant, il est temps de clore ce cycle, mais surtout d'ouvrir les portes à ce qui vient. Si nous sommes arrivés jusqu'ici, c'est parce que nous avons compris que le rêve américain n'est pas une idée vague ou un simple slogan vide. Il vit ou devrait vivre dans chaque décision, dans chaque lutte, dans chaque espoir maintenu par ceux qui refusent d'abandonner. Et cela nous conduit à une vérité essentielle. L'avenir de ce rêve dépend de vous. Vous, qui suivez cette histoire, qui avez ressenti la déception des promesses non réalisées et la douleur des pertes sociales, mais qui avez aussi porté l'espoir dans les histoires de résistance. Vous faites partie de ce récit, de la transformation capable de changer le cours des événements. Par où commencer? Comment reconstruire quelque chose qui a été si profondément ébranlé? La première étape est de reconnaître le pouvoir de la mobilisation collective. L'union des voix, la somme des efforts, la solidarité entre les différents groupes sociaux peut renverser la situation. Il ne s'agit plus d'attendre que les dirigeants d'en haut résolvent la situation. Cette époque est révolue. La transformation naît aujourd'hui dans les rues, dans les communautés, dans les espaces de dialogue et d'action partagée. Mais c'est aussi une question de conscience et d'éducation. Investir dans le savoir, déconstruire les récits imposés, remettre en question ce qui nous a été vendu comme normal, est fondamental pour éviter de répéter les erreurs du passé. Le rêve américain ne sera réel que s'il est inclusif, accessible et juste pour tous, indépendamment de l'origine, de la couleur ou de la condition sociale. Ici peut surgir un dilemme intérieur, la peur que tout cela ne soit qu'un idéal inaccessible, une utopie lointaine. Mais que nous enseigne l'histoire? Que les grandes conquêtes sont nées justement de ces rêves qui semblaient impossibles. L'abolition de l'esclavage, le droit de vote des femmes, la création de la sécurité sociale, tout a commencé avec des gens ordinaires qui ont refusé d'accepter ce qui existait. Et vous, quel sera votre rôle dans cette trajectoire? Ne sous-estimez jamais la force de votre voix, l'impact de votre action quotidienne, même si elle paraît petite. Participer, débattre, soutenir des causes justes, exiger transparence et responsabilité sont des actes qui, cumulés, peuvent reconstruire un projet de société plus humaine et solidaire. Voici l'appel que nous lançons maintenant. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo pour aider à diffuser cette réflexion et laissez votre commentaire. Nous voulons entendre vos expériences, questions et idées. C'est un espace ouvert au dialogue et à la croissance collective. Et tandis que nous clôturons ce chapitre, nous préparons déjà le prochain. Une série inédite qui abordera des pistes concrètes pour la reconstruction sociale, politique et économique, avec des exemples réels, des interviews et des débats qui approfondiront encore davantage le débat sur ce que signifie rêver et lutter au XXIe siècle. Merci d'avoir marché avec nous jusqu'ici. La lutte pour le rêve américain est avant tout une lutte pour la justice, la dignité et l'espoir pour tous. Et souvenez-vous, le rêve ne meurt que lorsque nous cessons de rêver. À bientôt pour notre prochain rendez-vous.